Bonsoir Catherine Salinas. Bonsoir. Vous êtes l'auteur, la co-autrice d'ailleurs, devrions-nous dire, de ce livre « Femme de policier d'élite » qui sort demain. C'est chez Mareuil Éditions. Vous l'avez coécrit avec Véronique Fauvergue. Ce titre, « Femme de policier d'élite », résume bien une grande partie de votre vie si particulière, puisque depuis 30 ans, vous partagez la vie de l'ex numéro 2 de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention, qui est intervenue, entre autres, lors des attentats au Bataclan, à l'Hypercacher. Votre livre, Catherine Salinas, ouvre sur ces mots de votre mari. Être flic, c'est accepter d'exposer sa famille. Ce métier atteint vos proches, votre conjointe, vos enfants. La résilience est leur quotidien et ils apprennent à vivre avec. Vous racontez, on va revenir dessus, des scènes de grande violence, d'extrême tension, de grande angoisse, notamment lors des attentats. Est-ce qu'on peut s'habituer à ce genre de choses? On peut s'habituer. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. Donc, on ne s'habitue pas vraiment à l'angoisse. À l'angoisse. On s'habitue au fait que ça revient, qu'il y a du stress invariablement, souvent. Voilà. Après, on ne peut pas dire à chaque fois j'ai très très peur, etc. C'est pas vrai. Là, ce qui est vrai, c'est que pendant les attentats, là, c'est une période complètement surréaliste, où là, vraiment, on a peur, mais vraiment peur pour sa vie, peur de la réaction de nos enfants, peur de ce qui peut arriver aussi, parce que c'est une période trouble pour les familles de policiers. Et là, oui, là, on a peur. Mais au quotidien, vivre avec un policier, on ne peut pas dire qu'on a peur tous les jours. Il faut quand même pas. Il faut s'habituer à l'absence, ça c'est sûr. Alors, on va revenir effectivement sur ça, c'est une certitude. Toutes ces conséquences sur votre vie. Vous disiez vous-même, votre livre commence avec l'attentat contre Charlie Hebdo, celui de l'Hypercacher. Votre mari va mener l'assaut. Vous racontez comment, petit à petit, vous prenez conscience de l'extrême gravité de la situation jusqu'au moment où vous recevez un texto de votre époux qui dit cela: on va donner l'assaut, bisous. Et c'est signé 3 petits cœurs rouges à la fin. Et ce sont ces petits cœurs qui vous affolent. Oui, parce qu'en fait, mon mari ne m'a jamais envoyé de texto durant 30 ans. Alors déjà parce qu'au début, il n'y avait pas de portable, donc c'était réglé. Et puis, quand il part sur un inter, il part sur un inter. Si on commence intervention. Oui, pardon. Non, mais sur une intervention et on ne va pas s'appeler toutes les 2 minutes. Donc là, jamais, il n'a fait ça. Donc quand j'ai reçu le texto, je me suis dit là, il a décidé de mourir en fait. Et en fait, il me le dit. Parce que c'est pas possible, c'était impossible que dans un moment de stress comme ça, où là, je pense qu'il avait vraiment autre chose à faire que de m'envoyer un texto, il m'envoie ce texto. Alors à ce moment-là, vous êtes devant la télévision avec votre fille, chez vous, et vous racontez d'ailleurs que vous passez beaucoup de temps à scruter l'écran parce que vous essayez de le repérer, de le voir. Voilà, et on voit ces images qui sont diffusées, on s'en souvient. Mais avant de je le vois. Avant, on le voit. Mes enfants le voient quand il arrive sur la rampe d'accès du périph' pour remonter. Et donc, il les voit. Et vous dites dans votre livre, je voudrais éteindre la télé, mais je n'y arrive pas. Pourquoi mes enfants devraient-ils vivre un truc pareil? Combien d'enfants dans le monde voient leur papa mourir à la télévision? Peut-être. Pourraient voir leur papa mourir à la télévision. À ce moment-là, ce sont vos enfants qui vous obsèdent, c'est ce que vous racontez. Tout le temps, moi, mes 2 enfants, mon fils aîné est chez lui, donc on échange par texto, parce que comme il est tétanisé devant la télé, il ne peut même pas parler. Donc il échange en texto avec moi, et ma fille est, elle, encore à la maison. Et elle est assise sur le canapé, et elle a des larmes qui coulent, il n'y a même pas de sanglots, il n'y a rien. Et elle me dit, papa va mourir, papa va mourir. Et je lui dis, non, papa, il ne va pas mourir. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je vais lui dire si ça explose ? Qu'est-ce que je vais lui dire? Pendant la minute 30 d'assaut, je ne pense qu'à ça, je ne pense pas à moi. Je veux les protéger, c'est pour ça que je veux toujours savoir ce qui va arriver. Mais parce que, comme je l'ai dit dans le livre, j'ai perdu mon père, moi, d'une crise cardiaque en vacances, il avait 56 ans. Je n'ai pas été préparée du tout. Et aujourd'hui, vous ne voulez pas que ça se reproduise avec vos enfants. C'était pas une bonne idée. Vous racontez une vie où le danger, on le comprend, rôde en permanence, ce qui influence quand même votre vie de famille. Vous parlez de longs moments de solitude. Vous dites carrément que vous n'osez pas demander de réconfort quand vous en avez besoin à votre époux. Oui, parce que c'est exactement la même réaction qu'avec mes enfants. Les protéger, le protéger. Oui, le protéger. C'est lui qui revient du Bataclan, c'est pas moi. C'est lui qui revient de l'Hypercacher. Je vais pas. Ça serait indécent de lui dire j'ai besoin que tu me consoles parce que. Mais vous dites en même temps dans votre livre que vous en auriez eu besoin. Oui, mais je ne le demande pas parce que ça c'est mon éducation catholique qui fait que c'est d'abord les autres avant.
Vous parlez de moments de vie privée où votre mari va devoir partir, et ça, c'est récurrent en fait dans votre quotidien, on peut dire, des moments de fête, des dîners, etc. Où vous entendez ce fameux petit son De l'alphapage. de l'alphapage, c'est ça? Anciennement, avant, hein, parce que maintenant, ils ont des portables. C'était un boîtier. C'était un petit Et vous boîtier savez qu'il avait tout le temps à la ceinture, et dès que ça faisait pep, 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 C'était reparti. ouais. Et là, il partait, hop, il prenait le sac, et hop, c'était fini. Alors, il y a quand même plein de moments de joie aussi dont vous parlez dans votre livre. Oui. Et entre autres, on comprend d'abord l'humour que vous avez, dont vous faites montre régulièrement dans votre vie, qui vous permet aussi probablement de supporter tout ça. Et puis, vous racontez aussi le soulagement, les manifestations d'amour, notamment après les attentats, au lendemain. Vous décrivez le camion de la BRI, dont vous vous souvenez bien, qui est recouvert de post-it, avec plein de démonstrations comme ça, de soutien. Des mots doux, vous êtes les plus forts. Et puis aussi, c'est ce dessin d'une classe de CP. Qu'on vous envoie à la BRI, en disant vous êtes trop fort, mais c'est un petit peu trop noir quand même vos tenues d'intervention. Bon, voilà. Et oui, c'est génial de voir que tout à coup on aime la police. Alors, ça nous amène à aujourd'hui. C'est vrai que l'ambiance a tellement changé. On a entendu ces appels au suicide, on entend les insultes. Comment est-ce que vous avez réagi? Alors, déjà, pour revenir sur on aime la police 3 mois et on l'aime plus. Ça, c'est un peu une histoire de footeux. Hein. Vous faites la comparaison avec les footballeurs? Oui, tout à fait. Bon, c'est pas les mêmes salaires, mais c'est Pourquoi? un peu... les footeux, on les aime. PSG, bon, moi, je prends PSG parce que je suis Paris et mon fils Paris. Donc là, c'est des idoles. Et puis, hop, ils se loupent sur 2-3 matchs. Et hop, c'est fini. Pendant 1 an, on n'en parle plus. Et puis, ça recommence. On les aime à nouveau. Donc voilà, la police, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport comme ça, comme si c'était quelqu'un de la famille, en réalité. Hein. Vous faites la comparaison, avec la famille? Là, la famille, je la fais vraiment parce que je pense, pour être plus sérieux, que le rapport avec la police, c'est comme avec ses parents. C'est-à-dire que, oh là là, ils sont pénibles, ils nous mettent un PV parce que si, ils nous mettent si, oh, ils n'ont pas autre chose à faire. Comme nous, quand on éduque nos enfants à dire... Et qu'on conteste l'autorité. Voilà, un tout petit peu, tu devrais faire ci, voilà. Mais le jour où les enfants ont vraiment quelque chose de grave qui arrive, ils se retournent invariablement vers les parents. Et en fait... Là, c'est pareil. Invariablement, quand quelque chose est grave, comme le Bataclan, le terrorisme, et là, tout à coup, tout le monde se retourne vers la police, et là, la police est là pour eux, comme toujours d'ailleurs, c'est qu'ils ne le comprennent pas à chaque fois. Et en tout cas, eux, ils reviennent directement sur la police, et là, ils sont forts, ils sont... Voilà, c'est comme des parents. Une dernière un mot sur ces suicides qui ont été recensés, 28 depuis le début de l'année, c'est 2 fois plus que l'année dernière à la même période. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ces chiffres explosent? Moi, je pense réellement que c'est la fatigue. Et puis, travailler comme ils travaillent, 12 heures, 14 heures pendant les week-ends, etc. Trop de travail, trop de pression sûrement, et aucune reconnaissance. La reconnaissance est importante. Quand vous travaillez, je sais pas, moi, si vous travaillez 12 heures par jour et qu'à la fin de la journée, on vous dit c'est nul ce que vous avez fait, je suis pas sûre que ce soit super facile à entendre. En plus, quand vous arrivez à la maison, c'est pareil. Donc c'est important aussi de dire cette reconnaissance. C'est très, très important. Merci à vous. Merci Catherine Salinas. Merci. Je rappelle le titre de votre livre, Femme de policier d'élite. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé. L'Iran, Trump, c'est tout de suite.